moitié de l'année à travailler plus de 80 heures par semaine. Quand je cours 400 jours d'affilée, bien sûr que mon corps évolue. Je pense que ça me donne une certaine confiance dont j'avais besoin, pas spécialement dans mes capacités, mais dans ma capacité d'apprendre. Moi, j'aime dire que si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Salut et bienvenue à toi dans Polé Polé, le podcast qui t'inspire à faire le premier pas vers une vie plus alignée. Moi, c'est Mathilde, je suis photographe et entrepreneur nomade et créatrice du podcast Polé Polé. Ici, j'interviewe des indépendants qui ont construit une activité professionnelle au service de leur vie et pas l'inverse. Ma mission est de vous partager leur parcours, leurs projets et leurs conseils pour mettre en lumière d'autres définitions du succès et vous inspirer vous aussi à vivre une vie plus libre et équilibrée. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute. Salut Ella. Salut Mathilde. Bienvenue sur le podcast. Merci. Je suis très honorée de t'avoir comme première invitée. Je suis d'autant plus honorée d'être la première invitée. Merci beaucoup. Merci d'être venue. J'ai bien hâte que tu nous racontes un peu ton parcours. Tu es une des personnes qui m'inspire le plus. J'espère que tu inspireras aussi beaucoup d'autres personnes qui nous écouteront aujourd'hui. J'ai surtout très hâte d'être inspirée par toutes les autres personnes qui seront invitées sur ton podcast. Il y aura une belle brochette d'invités par la suite et j'ai bien hâte de vous partager tout ça. Du coup, je t'invite à te présenter. Je suis Ella. J'ai 30 ans depuis quelques mois. c'est un petit cap à passer quand on le fait dans une présentation, je trouve. Je suis freelance. J'ai un métier un peu spécial. Je fais de l'expertise en produits mode et luxe. Le plus gros de mon activité est surtout sur de l'expertise de produits de luxe de seconde main. Et encore plus particulièrement, je travaille beaucoup sur l'authentification des produits. Ok. Et tu fais tout ça à distance. Voilà. Je refuse de voir mes clients. Autrement que derrière un écran. En fait, je suis freelance et uniquement à distance depuis la rentrée 2018. Et le pourquoi du comment à distance est que en 2017, j'ai pris une année sabbatique avec mon conjoint. On est parti 10 mois, quelque chose comme ça, 10-12 mois. On est rentré à Paris, moi j'avais un peu une petite opportunité professionnelle, puis au bout de 3 mois on s'est dit ouais non, on va repartir. Et là a été du coup de se dire bon comment, qui que quoi ou comment on fait ça. Du coup on est reparti en se disant bon on développe des activités où on peut travailler à distance. Et du coup c'est vrai que j'étais pas freelance avant ça pour le coup. Ok. J'ai commencé les deux en même temps. Waouh. Tu as devancé ma question qui était en effet de savoir l'intention que tu avais derrière de devenir freelance authentificatrice à distance. Est-ce que c'était vraiment une démarche 100% pour devenir digital nomade et pouvoir voyager avec ton conjoint? Ou est-ce qu'il y avait d'autres raisons derrière? Qu'est-ce qui t'a motivé? Je pense qu'il y avait, c'est sûr, c'était vraiment le coup de pied aux fesses. Après, c'est vrai que... Quand on en parle maintenant, sur le coup, quand on a décidé d'être freelance, je pense que ça m'était un petit peu sorti de la tête. Mais avec du recul, je sais que même pendant mes études, mes collègues d'études me disaient déjà « Non, mais de toute façon, toi, tu ne seras pas salarié, enfin, toi, tu auras ton truc. » Je pense qu'il y avait quand même, en effet, une certaine volonté d'indépendance et de sortir du système de salariat qui est déjà avant. Mais c'est pour ça aussi, je pense que c'était aussi l'une des raisons pour lesquelles on avait pris une année off à la base. Donc je pense que ça s'est un peu rejoint, mais c'est vrai qu'au moment T où ça s'est passé, c'était de se dire mais en fait on veut continuer à être à l'étranger, on veut continuer à voyager. À l'époque, enfin moi surtout sur le métier sur lequel j'étais, ça se faisait pas à distance. Et c'était les débuts des entreprises. Alors ça existait bien sûr, déjà pas beaucoup en France, mais les entreprises en effet avec des postes 100% remote existaient déjà, mais on est en pré-Covid, cette fameuse époque pré-Covid, où clairement oui, il n'y avait pas grand-chose, et du coup le freelancing, l'entrepreneuriat en son nom était quand même, je sais plus comment on dit... La voie royale. La voie royale pour le digital nomadisme. Ouais, complètement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ta vie passée, justement? Et en quoi, je te reposerai quelques questions par rapport à ça, on va creuser un peu le sujet, mais en quoi ça ne te convenait plus? Tout à fait. Moi, en fait, j'ai fait une école de mode, partie commerce et management.
Donc déjà, on commence à être un petit peu bizarre à partir de ce moment-là. Mais qui était très centré aussi sur le fait de faire des stages et très tourné vers l'international. Donc déjà, pendant ces études, sur 4 ans d'études, j'ai fait quasiment 2 ans de stage parce que j'ai poussé au maximum pour avoir des expériences. Et en plus, j'avais déjà fait un semestre à l'étranger à Montréal et des séminaires organisés par mon école pendant ma dernière année où je partais aussi à l'étranger sur une semaine pour rencontrer des professionnels, dont sur du long courrier, à Séoul, à Tokyo, en Italie, Budapest. Donc, il y avait déjà quand même cette idée. Et après mes études, je suis restée dans le domaine dans lequel j'avais fait tous mes stages, qui est le développement de collections, et plus particulièrement sur le secteur, donc mode bien sûr, mais sur le secteur luxe. Et j'ai travaillé d'abord 1 an en tant que chargée de recherche, développement et d'achat matière de collection. Et ensuite, j'ai travaillé encore une autre année en tant que chef de produit, où là, du coup, on intègre plus la partie développement du produit et pas seulement la matière. Ok. Donc là, tu passes chef de produit. La charge de travail? En fait, ma première année de salariat post-études, alors sur le papier, j'étais cadre dans le plus grand groupe de luxe en France, pour ne pas le citer. Alors il y a toujours, quand on travaille dans le luxe, il y a bien sûr toujours des périodes de rush qui sont liées aux collections, aux défilés. Normalement, on est sur 1 semaine, 2 semaines en période de défilé. Là, on était à 6 semaines de rush par collection, 4 collections par an. Donc, on arrive à la moitié de l'année à travailler plus de 80 heures par semaine. Moi, ça passait plus ou moins, mais déjà, moi, je refusais de venir le dimanche. Mais du coup, t'es au bureau du lundi au samedi. Tu dînes tous les soirs au bureau. Clairement, ta vie personnelle est inexistante, un petit peu absente. Après, moi, j'y vois... Bien sûr, c'était clairement pas l'équilibre de vie que je cherchais, ni quoi que ce soit. Mais j'ai toujours choisi de pas voir ça que en négatif. Clairement pas, je pense que ça m'a permis d'apprendre énormément. Quand tu doubles ton temps de travail, l'avantage, c'est que ça te fait 2 fois plus d'expérience. En 1 an, je pense que j'ai pris beaucoup plus. Je pense que ça m'a beaucoup apporté, mais c'est vrai qu'en arrivant à la fin d'un contrat, je leur ai dit merci beaucoup. Mais bon, c'est vrai que j'aime bien voir mon mec plus que mes collègues, quoi. C'est pas la vie, en effet, l'équilibre que tu souhaitais, et que personne, je pense, peut souhaiter sur du long terme, en tout cas. Non, après, c'est vrai que c'est des métiers de passion. Tu ne dis pas un jour, je décide de faire 80 heures par semaine, je décide de faire du 7 jours sur 7. Généralement, c'est parce que il y a du boulot à faire. Toi, t'aimes ton boulot et tu restes pour le faire, quoi. Donc, c'est un peu aussi un engrenage dans lequel tu rentres. Je pense que le fait d'avoir fait beaucoup de stages avant, ça me permettait d'avoir aussi déjà toute cette expérience. Et c'est vrai que quand tu arrives au bout d'1 an, tu te dis j'ai adoré faire ce métier, mais je l'ai fait. Maintenant, on passe peut-être à autre chose. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Quel a été le point de douleur pour te dire? De la fatigue. J'imagine qu'à 80 heures par semaine, au bout d'un moment, l'énergie est pas au top, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, je pars et je recherche pas tout de suite du travail. Je fais même pas quelques grasses mat, mais en effet, je prends un peu de temps pour moi et de me dire, je reviens dans la vie réelle. Je rigole un petit peu, mais c'est vrai que j'avais besoin de prendre un petit peu de temps. Je commence un projet de marque complètement foireux. Ok. Mais qui me fait du bien parce que ça me permet en effet de reprendre les bases de mon travail, de retrouver ce que j'aime dans le développement de collection, puis de bosser pour moi. C'est ce que j'allais dire. Ça fait du bien. Je commence ça, je fais ça quelques mois, je sors les produits et puis arrive la partie marketing et communication et là, ce qui est beaucoup moins mon truc. Et là, je recommence à chercher du travail et au même moment, en fait, on commence à avoir une discussion avec mon copain. Lui a peut-être une opportunité de travail à Bordeaux. Moi, à l'époque, j'étais là, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire dans la mode et le luxe à Bordeaux ? Ça va être un petit peu tendu pour moi. Puis finalement, je me dis, écoute, pourquoi pas ?
Par contre, moi, je me suis toujours dit que si je partais de Paris, j'irais à l'étranger, quoi. Et finalement, lui, son opportunité à Bordeaux tombe à l'eau. Et il me dit, écoute, toi qui m'as toujours dit de toute façon, si je pars de Paris, c'est l'étranger, est-ce que tu veux partir ? J'ai pas hésité très longtemps. Je lui ai dit, yes, allez, on part. On prend 1 an au moins, et puis on verra ce qui se passe sur la route. Et on se dit, on part dans 1 an. On se donne 1 an pour organiser, pour savoir si on est sûr de vouloir partir. Et puis pour s'organiser, pour mettre de l'argent de côté. Ça peut être utile. On se dit ça. Et je pense la semaine d'après, je commence un nouveau boulot. Parce que du coup, tu étais en recherche de boulot à ce moment-là ? Voilà, j'étais en recherche. J'avais passé quelques entretiens, donc j'avais déjà passé cet entretien. C'était une recommandation en plus de mon ancienne directrice de département. Et du coup, c'est elle qui m'avait dit, nous, on fait une création de poste, viens, ne t'inquiète pas, les horaires ne seront pas les mêmes. Elle savait aussi que je voulais repasser plus sur ce type de poste, plus produit. Elle m'avait dit, viens passer un entretien. Donc j'avais déjà passé cet entretien, et puis le temps que la création de ce poste se fasse, il y avait eu un peu quelques semaines, c'était pas direct. Donc avec mon copain, on se dit, on part dans 1 an, et vraiment, je pense 1 semaine après, on me dit, c'est bon, le poste est créé, est-ce que ça te dit toujours, et est-ce que ça te dit de commencer lundi ? Et du coup, j'ai pris le poste en me disant, oui, de toute façon. Bien occuper l'année aussi, puis ça fera des sous de côté aussi. C'est ça, et ce poste se passe très bien, que ça soit en termes de mission vraiment super, ambiance, équipe top. Donc normalement, tout beau, tout bien, mais c'est vrai que tu te rends compte, au bout d'un moment, t'es là, c'est cool. Et puis moi, c'est toujours ce que j'avais voulu faire, c'était le métier que je voulais faire en commençant mes études. Mais on passe à autre chose. Il y a une envie de passer à autre chose. Il y a un truc où je me dis, c'est cool. Je suis très heureuse en plus à ce moment. Enfin voilà, sur ce job, tout bien. Mais on va garder la deadline où on part en avril 2017. À ce moment-là, est-ce que du coup, d'un point de vue professionnel, tu t'es dit, je laisse cette année off professionnellement et je me laisse le temps de voir ce que je veux faire après ? On regardait un petit peu sur Internet, ce genre de choses. Donc, on avait déjà entendu parler de digital nomadisme. Il n'y avait pas 20 000 ressources sur le sujet. Il y avait un peu, soit t'es infopreneur, soit c'était un petit peu t'es community manager, ou tu fais de la traduction. C'était... En tout cas, moi, de ce que je voyais à l'époque, c'était un petit peu limité. Et surtout, pas du tout dans mon domaine. Donc on part en ayant quand même ça en tête. On le sait, mais la vocation première était vraiment de faire du voyage. Et à l'époque, on restait entre 3 semaines et 2 mois max quand le pays était très grand, quoi. Mais on changeait, on était vraiment en mode voyage. Ok. Raconte-moi ce voyage. Vous partez où ? Vous allez où ? On débarque en Thaïlande parce que du coup mon copain était déjà parti en Thaïlande avant moi et avait eu un coup de cœur là-bas. Et en fait, dans notre année de préparation pré-voyage, il m'avait dit écoute, ça serait bien qu'on aille d'abord en vacances par exemple en Thaïlande. Comme ça, tu vois aussi si toi l'Asie du Sud, ça te tente. Pas qu'il y ait de mauvaises surprises, pour pas que tu te dises tu lâches tout et puis tu débarques là-bas et tu te dis mais en fait j'aime pas du tout le pad thaï. Ce serait dommage. Bon, ça m'aurait étonné, mais bon voilà, donc c'était des vacances test. Bien sûr, j'adore. Donc on arrive à Bangkok comme point de départ parce que aussi en Asie du Sud c'est hyper central et puis les vols par rapport à la France. Et du coup on fait l'Asie du Sud pendant 10 mois en gros à peu près. Et du coup, on fait Thaïlande, Cambodge, Laos, Vietnam, Malaisie et Indonésie. Génial. Et là, c'est quoi tes sensations à ce moment-là ? C'est marrant parce que je pense que j'ai un peu du mal maintenant à remettre, mais je pense qu'il y a un truc où on s'habitue à la fois très vite, ou disons qu'on perd très vite les habitudes européennes et françaises, où je pense qu'on s'acclimate très très bien
j'ai l'impression qu'on trouve nos marques assez facilement un peu partout. C'est vrai que l'Asie du Sud est quand même beaucoup plus facile pour le voyage. J'ai l'impression qu'on fait ça assez naturellement, quoi. C'est fluide. Ouais, c'est ça. On aime tout. Après, bon, il y a toujours des destinations où tu te dis, je sais pas pourquoi on avait beaucoup d'espoir sur le Cambodge, et puis on y arrive et on se dit, bon, définitivement, on a moins le feeling, on ne pense pas aller vivre là après, quoi. C'est intéressant, je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que du coup, pendant que vous voyagiez, vous identifiez dans les pays si potentiellement vous vouliez y vivre, donc vous aviez déjà commencé à pas mal projeter quand même. Il y avait l'idée de se dire, on voyage et on voit un peu si, au départ, c'était où on pourrait s'installer après. Et donc c'est cool, c'est 10 mois de voyage, c'est ça ? Ouais, c'est ça, c'est à peu près ça. Et du coup, retour en France, à ce moment-là ? Ouais. En fait, on fait un peu le tour, c'est ça, des pays d'Asie du Sud qu'on voulait vraiment faire. Et on se dit, bon, on commence à se dire, et on fait quoi après ? À ce moment-là, on commence un peu à réfléchir et on se dit, viens, on repasse par la France. Et on se dit un peu au départ, peut-être qu'au niveau opportunité pro... Enfin, je pense que là, à ce moment-là, on a vraiment aussi envie de développement pro. Okay. C'est vrai que 10 mois de voyage, c'est hyper cool, mais tu sens que tu produis pas, que tu crées pas. Et ça a commencé à nous manquer. Ça nous a vraiment manqué. C'est-à-dire qu'on était là, c'est cool, on vit notre meilleure vie, mais on fait rien. Ce qui nous manquait, c'était le côté de produire quelque chose, de créer quelque chose, qui commence à nous manquer. Et on se dit, peut-être le Canada, peut-être que là, on aura plus d'opportunités, ce sera peut-être plus dynamique qu'en effet, quand tu es sur une plage, sur la plage à Bali, il y a plus dynamique au niveau professionnel que quand t'as la conote à la main, quoi. Donc on se dit peut-être Canada, peut-être États-Unis, voilà. On se dit écoute, premier truc, on rentre en France pour repartir. Et en fait, 2 semaines avant de rentrer en France, j'ai une ancienne collègue / amie qui en fait était créatrice, avait une petite marque, designer de sacs à l'époque, qui me dit est-ce que tu rentres en France ? Parce que en fait j'ai envie de monter une marque de bijoux et je veux pas le faire seule et j'ai pensé à toi. Et je dis bon, j'ai envie d'opportunités professionnelles, j'ai envie de choses en effet peut-être un peu plus entrepreneuriat, création, et je rentre en France la semaine prochaine. Ça fait beaucoup de coïncidences. Et c'est quelqu'un dont j'aime beaucoup le travail créatif. Le problème, c'est que c'est à Paris. Et à ce moment-là, moi, ça me fait quand même douter de se réinstaller à Paris. Et mon conjoint qui aime encore moins Paris que moi, et pourtant c'est lui qui me dit « Non, mais là, dis oui, on teste, quoi. Et on va pas dire non à des opportunités juste pour ça. » Donc on rentre à Paris. Je commence ce projet-là avec cette créatrice. On reprend assez rapidement un appartement. On rachète les meubles, on repeint. Ok. Et puis on se dit... non, mais en fait, non. Vous avez essayé au moins. Voilà. C'était de se dire... là, on est sûr. Non. Donc non, pas Paris, pas la France. Ouais. Pas ce projet. Alors, le projet, finalement, je me rends compte que c'est pas ça qui me fera vivre un jour. Donc, il y a un moment où financièrement, ça va pas être possible. Paris, on se dit non, pas du tout. Et au départ, on se dit pas tout de suite, on repart à l'étranger, on repart en Asie, on commence à faire des week-ends un peu partout en France. Bon, ça nous a tenu, je pense, 3-4 week-ends. Okay. En exploration, du coup. Voilà, en exploration au départ, pour se dire, on se trouve un endroit où s'installer sympa, et puis on lance des projets, donc mon copain d'un côté, moi d'un côté, plus entrepreneuriat ou autre, enfin bon, des choses plus en nono. C'était ça, je pense qu'on se fait 4 week-ends, un truc comme ça, à Saint-Malo, en Dordogne, je sais plus trop. Enfin, un peu des trucs comme ça. Puis on se fait, on reprend des billets pour repartir en Thaïlande. Donc la Thaïlande, en plus. Ouais. Et encore la Thaïlande. Et on se dit, de toute façon, là, il n'y a rien qui nous tente. Autant repartir en Thaïlande. Et puis,
peut-être qu'on aura des nouvelles idées. Les nouvelles idées en France ne sont jamais arrivées. Spoiler, mais ouais. Et du coup, on reprend des billets. Même chose, on avait encore un mariage, donc on attend encore... on laisse passer juste ce mariage, et puis on repart. Je pense qu'on est reparti 4 jours après, ouais. 4 jours après le mariage. Donc là, professionnellement, il n'y a rien pour toi? Moi, c'est mort. Je suis pas à l'aise sans travailler, un peu stressée. Mon copain avait déjà, lui, pendant que moi j'avais cette opportunité pro avec cette créatrice, lui avait déjà commencé à se former, à lancer un peu des choses de son côté. Mais moi, je repars, j'ai rien, quoi. J'ai rien du tout. Le petit saut dans le vide. Ouais. Et on part en Thaïlande, donc je commence à réfléchir. Quand je regarde en effet les trucs sur le sujet à l'époque, c'est tu te mets sur Upwork, sur Fiverr et tout. Donc je commence à faire ça, et en fait je pense que la première étape c'était de me dire je prends tout ce qui vient, mais parce que je pense que j'avais besoin de savoir que c'était possible de travailler à mon compte et de travailler à distance. Donc je fais des trucs mais improbables. T'as des exemples? Je crois que mon premier truc trouvé sur Upwork... Ah oui, c'est ça. Je vois juste enregistrement de voix en français. Donc je réponds, machin, je dis je suis française, nanana. Et puis le mec me répond, ok, et du coup tu fais de l'ASMR? Puis là je me retourne vers mon copain, je fais, c'est quoi ASMR? C'est-à-dire que je savais même pas ce que c'était. Moi je croyais que c'était genre la référence de l'annonce en fait, ou que c'était un truc comme ça, tu vois. Je pense qu'en plus si j'avais su, j'aurais peut-être pas répondu parce que je me serais dit je sais pas machin, je sais pas faire, je connais pas machin, alors que là j'ai répondu parce que c'est-à-dire que je savais tellement pas ce que c'était que j'ai pas compris que c'était quelque chose. Donc la personne me dit et du coup vous faites de l'ASMR? Donc je comprends ce que c'est que l'ASMR, je me dis maintenant que je suis dans le truc, go quoi. Donc je dis oui bien sûr, pas de souci. Et du coup, j'ai enregistré 20 secondes de paroles en français, en ASMR, pour un musicien brésilien qui voulait une intro à son morceau chuchoté en français, quoi. C'est génial. Donc, pas du tout ce que je faisais avant. Non, mais tu mets complètement le pied dans un monde qui est de potentiel et de voir qu'il s'offre des opportunités auxquelles tu n'avais même pas pensé. Ouais, je pense que j'avais vraiment besoin... Je crois que la première étape, c'était de me dire, est-ce que c'est possible? Parce que moi, je sais que moi, je suis assez stressée sur ce genre de choses. Et là, j'ai rien... je suis sur une plage en Thaïlande, qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi? Et le stress, c'était de me dire, mais attends, qu'est-ce que tu fais? Mais non, mais c'est pas possible. Voilà, c'était de me dire, c'est pas possible, tu vas pas y arriver, etc. Donc je pense que j'avais besoin de tremper d'abord les doigts de pied et juste qu'on me dise, si, là, il y a quelqu'un qui t'a engagé, qui est brésilien, t'es française, t'es en Thaïlande, t'as l'argent qui est arrivé sur ton compte, t'as fait un truc, ça t'a pris 30 minutes, t'as été payé, quoi. Et je pense que c'était un peu le premier truc pour me dire, ce n'est pas un mythe. Donc je pense que ça m'a déjà fait sauter cette barrière de me dire, de comprendre que c'était possible. Et après, j'en discute, je me rends compte que c'est pas en étant payé 10 €. Parce que c'était combien cette mission? Je sais pas, je crois que j'en ai une autre où c'était vraiment payé, 7 € pour un article de 500 mots, tu vois. Bon, après, tu sais, c'est toujours les trucs où tu te dis, je commence comme ça pour avoir des avis, machin. Mais tu te rends compte vite que j'ai pas envie d'écrire des articles, c'est pas mon truc. Mais t'essayes au moins. T'es dans l'action. Ah ouais, moi, le truc, au départ, c'était vraiment juste de me dire, tu prends n'importe quoi. Là, c'est pas comme si t'étais occupé. C'est pas comme si t'avais autre chose, t'es dans un mindset où tu sais même pas ce qui va arriver, si c'est possible ou quoi que ce soit, donc tu prends tout ce qui vient, quoi. Très clairement. Je crois qu'en gros, tout, à partir du moment où il y avait marqué français sur... j'étais là, le truc sur lequel je peux le plus avoir d'avantage, c'est en effet le fait de parler français sur des sites anglophones. Donc en fait, je tapais French dans la barre de recherche, et je répondais à tout, ce qui était bien sûr légal et décent, voilà. Mais ouais, je crois que je répondais, on allait dans un petit café et franchement je tapais French et je répondais à tous les trucs. Et du coup après j'ai commencé plus à démarcher sur du freelance, sur plus du coup du consulting sur le domaine dans lequel j'étais expérimentée, en me disant
Il y a quand même, soit c'est des grosses marques qui prennent pas beaucoup de consultants, encore moins à distance, sachant que j'avais une spécialité produit. Donc généralement, il faut quand même être avec le produit. Soit c'est des petites marques qui n'ont pas de budget. Donc je partais un peu en me disant, bof, mais on essaye quand même, on tente. Et entre autres, je me mets sur la plateforme Malte. Et à ce moment-là, je demande à une ancienne collègue de me mettre une recommandation. Et elle me dit, ouais, bien sûr, je peux t'en mettre une. Mais sinon, tu veux pas venir travailler avec nous ? Du coup, c'est elle qui me propose. À l'époque, c'était authentification, sélection et pricing de produits de luxe de seconde main. Et elle travaillait pour une plateforme de vente en C2C, donc entre particuliers, de produits de luxe. Donc, par exemple, une personne qui n'utilise plus son sac Chanel veut le mettre en vente et trouver acheteur. Voilà, un peu le Bon Coin, mais version luxe. Eux, du coup, cherchent en effet on travaille déjà avec une équipe en interne pour tout ce qui est autour de ce qu'on appelle la modération des produits, donc c'est avant qu'ils soient en ligne. Ils ont une petite équipe en interne et ils travaillent avec quelques freelances. Je crois qu'à l'époque, ils travaillaient avec 3 freelances et ils cherchaient un ou une quatrième freelance à l'époque. Du coup, cette ancienne collègue me dit, mais c'est parfait pour toi, nous ça serait parfait, t'as la connaissance produit, t'as une connaissance technique, t'as la connaissance du marché, on a déjà travaillé ensemble, donc je sais que je connais ton implication et ton sérieux. Et inversement pour toi, en termes d'opportunités, c'est à distance, c'est ouais. Dans ton domaine. C'est ça. Et elle me dit, nous, c'est t'es freelance légalement. Si t'es freelance, tu ne viens pas dans nos bureaux parce que sinon, c'est pas légal. Ça nous arrange que tu travailles en décalé. Parce que du coup, comme on a une équipe interne qui travaille à peu près de 9h à 17h, nous, on fait appel à des freelances pour plutôt travailler en dehors de ces horaires-là. Après, que tu sois où tu veux, tant que tu es dispo par mail, un call de temps en temps, tout va bien. Incroyable. Et là, c'est vraiment c'est l'opportunité parfaite pour toi. C'est quelque chose qui match dans les deux sens et incroyable. T'as l'impression que ça te tombe du ciel et puis tu te rends compte que ça tombe pas du ciel, que c'est une collègue avec qui j'ai bossé 80 heures par semaine. On se connaît, on passait plus de temps ensemble qu'avec nos copains respectifs. Donc c'était bien sûr, c'est toute une suite d'enchaînements. Donc, et c'est le fait d'avoir fait de l'ASMR avant qui m'a permis de me dire bon, je peux aller démarcher, qui m'a permis de me dire je peux me mettre sur une plateforme freelance. C'est moi qui l'ai contacté pour avoir une recommandation. Ça tombe pas non plus complètement par magie, mais sur le coup, je me dis sacrée opportunité quand même. Tu m'étonnes. Et ouais, et du coup, elle me présente un peu, ce que c'est. C'est parfait pour moi parce que je retrouve un travail qui est sur le produit, ce qui me paraissait très compliqué à distance. Ça fait appel en effet à des compétences que j'ai sur des points sur lesquels j'aime travailler. Et en effet, elle me dit, aucun souci, t'as envie de travailler de nuit ? Grand bien te fasse, nous, la moitié du boulot est fait quand on arrive au bureau, donc vas-y si tu veux, quoi. Donc voilà, donc elle me met en contact avec la directrice du département. Je pense qu'on a un call WhatsApp parce que du coup, étant recommandé, ça va plus vite. Et pareil, quoi. Je pense que j'ai eu le call un jeudi et elle me dit tu peux commencer lundi matin. Donc tout s'enchaîne hyper bien. Ouais. Là, t'es en Thaïlande à ce moment-là ? Je lui demande la recommandation et elle me propose de donner mon CV à sa supérieure en Thaïlande. On fait juste un visa run. On sort juste de Thaïlande 4 jours. Le 4 jours commence déjà à se transformer en allons voir la Malaisie une semaine. On avait déjà vu la Malaisie, mais on n'avait pas fait Penang, l'île de Penang en Malaisie. On se dit, tant qu'à faire, allons voir l'île de Penang, qui est assez proche du sud de la Thaïlande où on était à ce moment-là. On fait notre visa run, et puis on revient. On n'est jamais revenu. On est revenu 4 mois plus tard, quoi. Donc, coup de cœur pour Penang à ce moment-là ? Écoute, je pense que c'était aussi cette envie de nouveau, quoi.
Je pense qu'il y a toujours une envie de nouveau qui me tire toujours un petit peu, même encore maintenant. Mais ouais, je crois qu'on fait une journée de bateau, de bus pour arriver à Penang, en lendemain de soirée. Improbable. Et puis, franchement, je pense qu'après la première nuit, on se dit, sinon on reste un mois. Hein. Et je pense que c'est aussi ce moment-là où on se rend compte qu'on est quand même assez libre. On voit, peut-être qu'on restera un mois. Et moi, quelques jours après, j'ai cet appel. Et on me dit, vas-y, bingo, commence lundi. On prend un coworking pour un mois. Et puis, ouais, on est resté un mois. Et je me rends compte que c'est bon, quoi. C'est bon. T'as réussi... T'es aligné avec déjà une vie pro qui te convient beaucoup plus, une vie perso qui te manquait largement quand t'étais à Paris dans ce groupe de luxe. Et là, tu te réalignes complètement. C'est ton premier... Est-ce que c'est vraiment le premier sentiment à ce moment-là pour toi de t'aligner Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là ? Je pense que je fais vite le calcul de me dire... y a une équation qui fonctionne très très bien. C'est-à-dire que je travaille 4 jours par semaine. Je crois qu'au départ, ça me prenait environ... je crois que c'était moins de 25 heures. Je crois que c'était 22 heures, un truc comme ça, sur 4 jours. Quand je fais des journées, je crois que c'était max, tu vois, genre 6 heures, quoi. Donc, je sais pas, 9h, 16h. Je suis à l'étranger. Et à la fin du mois, j'ai un salaire brut qui correspond un peu inférieur parce que t'es quand même pas en temps plein, mais qui reste un salaire correct en France. Mais je suis à l'étranger, je dépense moins, et puis je fais ce que je veux le reste du temps, quoi. C'est-à-dire qu'en effet, j'ai juste... Voilà, c'est ça, c'était 4 journées qui étaient en plus pas un truc où tu fais du 9h-18h où t'as le temps de rien faire avant, après. Et puis du coup, tout ce temps libre à l'étranger, où vous pouvez continuer à explorer, c'est quelque chose qui vous intéresse tous les deux. Et une vie perso tellement enrichissante à ce moment-là. C'est ça, quoi. Et là, je me dis, attends, l'équation, elle marche hyper bien. En fait, t'as un côté à la fois très naturel, tu vois, c'est pas quelque chose qui a été un choc dans ma vie. Mais dès la première semaine, je me dis, c'est quand même hyper cool. Je commence à travailler à 9h, coworking, super sympa. Avant, je vais prendre mon petit-déj toute seule dans un resto tradi malais où je commande ma petite crêpe, là, mon petit rôti banana, mon thé Tarek, le thé malaisien. Je suis généralement la seule occidentale, la seule fille, la seule jeune, parce que généralement, c'est que des petits vieux. Je me balade, je passe par le quartier indien pour aller au coworking. Le coworking qui est sur les quais, avec vue sur la mer. Et je finis à 16h, j'ai le temps d'aller me balader, d'aller courir. Et le soir, on va manger au resto tous les soirs, se balader, voir... à Penang, t'as toute une vieille ville qui est classée au patrimoine de l'UNESCO. Et je fais ce que j'aime entre-temps. Je développe mes capacités pro. Je continue de gagner en expérience, d'apprendre de nouvelles choses et de travailler dans le milieu que j'aime. Ouais, ce qui te manquait du coup quand t'es rentrée après du voyage et que tu recherchais à avoir. Donc là, tu as combiné ton ancienne vie, le voyage, tout d'un coup, tout... C'est ça, c'est ce que tu parlais d'alignement. Tout s'embrique et je pense que dès ces premières semaines, je me rends compte tout de suite que, alors j'aime jamais dire que je suis très chanceuse, mais que je suis très contente et très reconnaissante d'avoir cette opportunité, de recevoir ces opportunités, de me les donner aussi. De les créer aussi, parce que c'est bien, ça me correspond bien. Voilà, c'est ça, il n'y a pas un choc où je suis pas en mode trop bien. Mais il y a un truc de me dire c'est très moi, je suis bien, je suis vraiment bien.
C'est beau ce que tu viens de dire, c'est très moi. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Et c'est ça, et c'est à la fois, c'est-à-dire qu'à la fois c'est des gros changements, et encore une fois, il y a un côté très naturel, puisque quand les choses tout d'un coup se mettent en place, et tu te dis, en fait, c'est ça que je cherchais. Alors qu'on n'était pas parti pour vivre un mois à Penang, que je me disais que c'était pas possible de trouver une activité à distance dans mon domaine. Et puis, en fait, si, tout va bien. C'est ça, tout va bien. Et donc, ça, c'était en quelle année ? Ça, c'était fin septembre 2018. Donc, ça fait quand même bientôt... ça fait 4 ans et demi. Ouais. Et donc, 4 ans et demi de digital nomadisme, toujours dans cette entreprise ? C'est toujours mon plus gros client. Après, sur mon poste de chef de produit, c'est un poste qui est très large et où tu fais un peu plein de choses. Et du coup, j'ai un peu décomposé cet ancien métier entre la partie pure produit où je travaille encore avec ce client. Et du coup, moi, je suis vraiment plus focus sur vraiment l'expertise d'authentification. Et à côté de ça, je fais un peu de consulting quand on me le demande. C'est-à-dire que j'ai mon profil, c'est ça. C'est-à-dire que sur mes profils sur les plateformes freelance, je parle pas d'authentification parce que j'en fais déjà beaucoup avec ce client, mais je fais plus du consulting sur tout ce qui est développement de collection, donc soit développement de produits, mais aussi rythme de collection, construction de collection et pricing. J'ai horreur de démarcher des clients, donc je ne le fais pas. Mais je reçois des propositions une fois de temps en temps, donc ça me permet de faire plus le côté un peu plus stratégique, un peu plus marketing sur cette partie-là. Et je travaille aussi pour mon conjoint, qui lui a une activité complètement dehors de la mode, mais qui avait besoin de quelqu'un sur de la relation client, du suivi, de l'accompagnement. Et ça, du coup, moi, je retrouve ce que je pouvais faire avec mes fournisseurs et mes fabricants. On est sur énormément de suivi, d'organisation. Et ça, je le retrouve... je m'occupe de cette partie-là pour son activité, mais voilà, comme un client, quoi. Bien sûr, on travaille ensemble, mais pour moi, et pour lui, j'espère, pour moi, c'est pas notre business, c'est vraiment... moi, j'aide ce client, ça me plaît beaucoup, et d'autant plus parce que c'est mon conjoint, et évidemment, parce que je connais aussi tout le travail qu'il fait derrière, et toute sa passion et son engagement, donc c'est une super entreprise pour laquelle bosser quand tu sais que c'est fait de cette manière-là. Donc toi, ça te passionne et ça t'engage également. Est-ce que tu peux nous dire vite fait, du coup Je fais un peu de pub. Lève le mystère, là. Alors, mon conjoint est copywriter professionnel, qui est une sous-branche du marketing. Donc lui, après, a son activité en tant que copywriter et surtout sous un format agence où il s'occupe de tout le marketing digital avec d'autres freelances. Et en fait, surtout, maintenant, c'est l'une des rares personnes, je pense. Ils sont de plus en plus parce qu'il transmet sa passion, mais qui est passionné par le copywriting et qui, du coup, pour transmettre ça et pour répondre aux besoins et aux demandes qu'il avait, a créé un programme de formation au métier de copywriter pour donc des personnes qui, souvent c'est généralement des personnes en reconversion, mais il y a aussi des personnes, il y a quelques jeunes diplômés aussi qui veulent du coup devenir professionnellement copywriter. Et c'est vrai que c'est un métier qui est quand même très particulier et qui n'est pas enseigné dans le milieu traditionnel. Je pense qu'il n'y a pas de statistiques, mais l'une des écoles de copywriting en France. Et l'une des plus grandes. Francophone même. Ok, et du coup, tu as dit un peu plus tôt que tu allais courir à Penang. Dans ton équilibre de vie, tu aimais déjà la course, parce qu'il y a quand même un truc extraordinaire que tu fais là. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je voulais vraiment t'interviewer, parce que moi, je trouve ça hyper inspirant. Et là, c'est ton 400e jour de course d'affilée. Ouais. Aujourd'hui, donc déjà félicitations. Après ce podcast, ça fera le 400. Ok, oui, parce que tu vas courir après ce podcast. Donc ouais, je suis déjà très fière de toi parce que merci beaucoup. Ça c'est d'un point de vue personnel et amical, mais très très fière de toi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ta démarche par rapport à ça, parce que c'est pas parti de je vais faire 400 jours de course d'affilée du tout.
J'aimerais vraiment que tu partages à quel point des petites actions comme ça, mises au quotidien, peuvent t'amener à faire de très grandes choses. Raconte-nous tout ton parcours de course. Je commence à courir, à marcher et courir un tout petit peu sur un tapis de course à la salle de sport un peu moins d'un an, un an avant de partir pour cette année sabbatique. Okay. Je commence à y prendre goût, mais à la base, je cours à la salle de sport, quoi. On part pour ce périple, il y a beaucoup moins de tapis de course, et c'est vrai que du coup, l'un des moyens les plus simples en voyage de faire du sport, c'est de courir. Du coup, je pars avec ma paire de baskets. Je commence un petit peu à courir dehors à ce moment-là. Et surtout, en fait, j'y prends encore plus goût parce que je me rends compte que en fait, quand tu vas courir, quand il fait très chaud en avril, comme c'est le cas en Asie du Sud, qui va très tôt, et tu vois beaucoup d'autres choses que tu ne vois pas du tout normalement en voyage. Donc, je connecte déjà très vite, je pense, la partie voyage découverte et la partie running. C'est pas très régulier, mais je m'y mets de plus en plus. Et puis à un moment, je me dis non, mais on s'y remet. Je me motive bien et du coup, je me dis je vais courir un semi-marathon. Ah oui, c'était ça l'objectif de base. J'ai ça en tête. J'ai déjà fait des courses de 5 km, j'ai déjà fait 1 ou 2 courses de 10 km. Et à un moment, je me dis je veux faire un semi-marathon. Et du coup, je me remets à courir plus régulièrement, etc. Et au moment où je trouve ce contrat en freelance assez stable, je pense que je suis un peu émulée par ça quand même. Je regarde les dates de semi-marathon et il y en a une moins de 3 mois après, je crois, à Bangkok. Et je réfléchis pas trop parce que si je réfléchis, je me dis que j'en suis absolument pas capable, que je suis pas prête, que machin, que bidule. Je book. Donc obligée de prendre un plan d'entraînement, de m'entraîner pour faire un semi-marathon parce que j'en étais pas capable à ce moment-là. Donc voilà, donc je commence à m'entraîner plus régulièrement. Je fais ce semi-marathon à Bangkok de nuit. Fin 2018. Donc ça, c'était déjà l'un des premiers grands pas. Et puis, je repère l'habitude de courir régulièrement parce qu'on bouge pas mal, parce que, quand même, quand on connaît Bali, Canggu, les trottoirs, clairement, on est loin de l'Europe. Un peu de flemme aussi, faut pas. Je pense que quand on veut, on peut. Hein. Pendant le Covid, compliqué. On part aussi, entre-temps... On fait quelques mois à Montréal en plein hiver, de s'y remettre quand tu te dis faut que j'achète tout l'équipement. Et en fait, je passe quelques années comme ça où j'aime courir, je sais que j'aime courir, je sais que j'ai envie, je sais que ça me fascine, je sais que j'aime regarder les gens courir, je sais que je suis complètement émue quand je regarde des gens... des vidéos sur YouTube de personnes qui font des marathons, des trucs, des machins. Mais moi, j'y suis pas trop quoi en ce moment. Je laisse pas mal ça de côté jusqu'à fin 2021 où mon père court son premier marathon à 66 ans. Il fait son premier marathon à 66 ans. Il a fumé pendant 40 ans. Il court un marathon à 66 ans, je devrais quand même être capable de le faire à 29 ans sans avoir fumé, en ayant une hygiène de vie correcte. Je me dis quand même. Et du coup, le jour où il court son marathon, je regarde s'il n'y a pas un semi-marathon, parce que ça, je l'avais déjà fait. Quand il y a une deadline, tu t'entraînes pour, quoi. C'est vrai pour beaucoup de choses. C'est ça. Et il y en a un, 8 semaines plus tard, à Chiang Mai, où on est à l'époque à Phuket en quarantaine parce qu'on est encore en période de Covid. Je prends un avion pour Chiang Mai la semaine d'après et je vois qu'il y a un semi-marathon 8 semaines plus tard, là-bas. Et je dis bon, même chose, faut pas réfléchir longtemps, je rebook un semi-marathon. Et du coup, là, je refais, j'ai 8 semaines, donc je refais mon plan d'entraînement, je me mets à courir régulièrement. C'est 3 ou 4 séances d'entraînement par semaine. Et puis, ça va sur... les entraînements les plus longs, c'est 1h30, mais sinon, généralement, c'est quand même autour d'une heure. Donc, ça fait quand même quelque chose de très régulier. Et puis, il faut quand même prendre le temps. Donc, ça me force. Mais je retrouve tout le plaisir de courir, tout le plaisir aussi de
quand on court, tout ce qui est entraînement de course, c'est absolument pas cours le plus vite possible dehors. Hein. C'est surtout l'une des choses qu'on entraîne le plus, c'est de courir lentement. Parce que c'est ça qui va te faire le plus progresser. C'est ça qui va habituer à ton corps à encaisser. Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, en étant juste régulière, en se pointant un petit peu, en courant lentement, qui est bien en dessous, en effet, de ce que tu pourrais courir le plus vite possible, et ben en fait, c'est ça où tu progresses. Et puis, dans le plan d'entraînement, tu vois que la semaine dernière, tu étais beaucoup plus en difficulté. La semaine d'après, tu refais la même séance d'entraînement, ça passe beaucoup mieux. Et puis, tu construis comme ça. Généralement aussi, les plans d'entraînement pour des courses en running, c'est-à-dire que, même chose, le volume d'entraînement augmente au fur et à mesure des semaines. Donc, en fait, tu te rends compte que quand tu rajoutes 10 minutes chaque semaine, à la fin, tu arrives sur un semi-marathon, quoi. Un petit peu. Et du coup, tu as tout ce côté un peu philosophique aussi, où tu te dis, en fait, il y a juste à suivre, faut juste la discipline, par contre. Mais moi, je crois que j'ai besoin de ça, c'est-à-dire que moi, faut juste me dire, tu fais ça. Moi, donc, je paye pour des plans d'entraînement. On me dit, t'as 4 séances, le lundi, tu fais ça, le mercredi, tu fais ça. Et puis, en fait, t'as la deadline, quoi. Et c'est vrai que c'est un truc, par exemple, mais pour toutes les personnes qui me demandent, mais comment t'as fait pour partir, et quand je dis, nous, on a pris 1 an pour s'organiser. Mais c'est surtout, je crois, de fixer la date. Et généralement, je leur dis, fixez-vous la date, prenez un billet d'avion, et puis tu vas voir que tu vas faire obligatoirement toutes les choses avant pour. Mais généralement, je donne toujours cet exemple, et c'est vrai. C'est-à-dire que tu as ton semi-marathon, je crois que c'était le 21 décembre. T'as 8 semaines avant, tu vas pas te mettre à t'entraîner une semaine avant. Donc en fait, ouais, c'est ça, t'as 8 semaines, tu fais un rétro-planning, tu reviens en avant, et puis voilà. Et en fait, c'est toujours ça. C'est-à-dire que si tu attends d'être prêt pour faire un semi-marathon, pour faire un marathon, tu vas jamais t'entraîner pour. Par contre, t'as ton ticket, t'es là, je suis obligée... Enfin, il faut que je m'entraîne parce que là, je peux pas le faire. Donc, faut faire les choses. Tu t'es engagé et du coup, il faut suivre. C'est ça. Et du coup, là, ça me demande vraiment une régularité, etc. Du coup, je fais ça. Je fais ce semi-marathon, je crois, le 21 décembre. Je me dis, tout de suite, c'est ça. Moi, je me dis, en fait, je me suis bien remise à courir parce que j'avais cette deadline, cet objectif, mais je veux continuer. C'est quoi le prochain truc ? Je crois que je rebook très rapidement un peu une autre date, mais surtout, je suis complètement fan d'un gars qui s'appelle Hella Good sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Donc déjà, on a le même prénom. Certes, lui avec un H au début et à la fin, mais on a quand même le même prénom. Et lui court tous les jours depuis plus de 5 ans même. Je crois qu'il est dans sa 6e année. Donc c'est plus de 2000 jours. Et alors, il a une personnalité, quelqu'un de très positif. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup et qui, à travers ses vidéos, à travers ses réseaux, me fait me sentir bien. Toujours un peu ce truc de me dire, c'est fou ce qu'il fait, c'est complètement dingue. Et son slogan, c'est un peu, peu importe les circonstances, on y va, quoi. Et sans le côté seul, genre, tu te tues, mais juste, ouais, voilà. Genre juste vas-y, quoi. Puis je me dis, allez, lance-toi pour le 1er janvier, fais 30 jours. 30 jours de footing, tu fais 20 minutes. Je viens de faire un semi-marathon, je suis en forme, j'ai l'habitude déjà de courir 3-4 fois par semaine. En final, je fais juste le même volume, découpé en 20 minutes, faisable. Tu fais 30 jours ? Ouais, je poste sur les réseaux pour me dire, dès le premier jour, je poste une petite photo. Jour 1 sur 30, parce que je me dis comme ça m'engage. Puis arrivé au bout des 30 jours, tu te dis, mais ça s'est très bien passé. Aucun souci. 20 minutes, tranquille. Tu vois, tu es à la même heure que les moines qui vont faire l'aumône. T'es toute seule, le soleil se lève, t'es au frais. Soit en fin de journée, ça te permet de relâcher en fin de journée. T'as le coucher de soleil. T'es hyper bien. Du coup, au bout de 30 jours, je me dis, je vais jusqu'à 50. Arrivé à 48, tu te dis, je vais jusqu'à 100. Et là, je sais pas à quel moment ça se transforme, mais en fait, quand tu te rends compte que c'est pas si compliqué, à voir quand t'aimes ça, c'est pas compliqué du tout. Tu commences à te dire, je veux pas me porter malchance, mais on ferait pas l'année. Ouais, voilà. Et du coup, j'ai fait l'année. Et t'as fait l'année ? Donc déjà, félicitations pour l'année. Sauf que t'arrives au moment où tu te dis, je peux pas m'arrêter maintenant. Non. Et puis, c'est vrai que c'est devenu une routine, c'est devenu une habitude.
J'ai aucun moment où je me dis ah mince, pas se mentir, ça a pu arriver quand même en 400 jours. Oui, j'imagine. Mais une fois partie, il y a une fois, je crois, où je me suis dit j'ai envie de rentrer. Et c'est le moment où tu te dis, c'est là aussi, je pense que c'est aussi la fois où je me suis dit ouais, mais tu vois, c'est là où c'est intéressant parce que ça a été cool pendant je sais pas combien j'en étais, mais tu vois, j'en étais déjà peut-être j'en étais à plus de 200. C'est là où ça va peut-être aussi commencer à être intéressant mentalement, de voir est-ce que tu es capable de surpasser ça. Au final, ça n'a pas été si challengeant que sur le papier. Parce qu'en fait, au final, c'est aussi juste un jour après l'autre. Mais quand tu le découpes comme ça te paraît beaucoup moins grand. Est-ce que tu te serais dit, si d'avance tu voulais faire 1 an, tu penses que tu te serais démotivée ? Je pense que j'aurais jamais commencé. C'est ça. Je pense, parce que c'est ça. Je voyais ce mec qui, lui, faisait ça depuis 5 ans. Je me disais, mais c'est impossible. Après, bon, c'est impossible, tu vois, le mec est en train de le faire. Mais tu te dis pas, tu peux pas te dire de toute façon, je pars pour courir 5 ans d'affilée. Je pense que même lui, à la base, c'était pas dit ça. Non. Mais même chose, lui, c'était dit, je crois, 7 jours. Quoi, hein ? Des fois, on prend des... Ouais, je crois que c'était 7 jours qui s'étaient transformés en 30. Et ouais. Mais ouais, je pense... Enfin, il y a le fait que j'aime ça. Encore une fois, hein, c'est... allez pas faire 400 jours de course si vous aimez pas courir, quoi. Je pense que c'est un peu la base. Mais, et puis, encore une fois, je pense que ce que m'a énormément appris le running, c'est doucement mais sûrement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un sport où tu vas te dépasser, mais périodiquement, c'est-à-dire à des moments précis quand tu es prêt, parce qu'en fait, c'est aussi un sport dans lequel tu peux beaucoup te blesser. Donc en fait, c'est un sport où tu fais très attention, où en fait, bien sûr que je pense que quand même, quand je cours 400 jours d'affilée, bien sûr que mon corps évolue, donc mon corps est poussé, mais un peu, c'est toujours ces histoires aussi peut-être de zones, je pense, de zones de confort, tu vas pas faire 20 km en dehors de ta zone de confort, tu vois, tu sors un petit peu et en fait, tu pousses un petit peu. Et c'est pour ça qu'au final, je pense que ça n'a pas été si challengeant pour moi. Dans le sens, j'ai pas vécu ça comme une douleur, et que ça a toujours été vraiment, 20 minutes de plus, quoi. Un jour de plus. Et c'est vrai que t'arrives, quand je me dis 400 jours aujourd'hui, je m'en rends pas du tout compte parce que je me sens pas fatiguée, j'ai eu aucune douleur, aucune blessure. C'est les effets cumulés. Et moi, c'est ce que j'aime avec le running aussi, c'est que pour moi, c'est quelque chose de hyper visible. Et c'est là où j'en apprends aussi beaucoup. Alors, encore une fois, c'est parce que j'aime ça que je philosophe beaucoup sur ça et que j'en tire beaucoup de leçons de développement personnel, même d'entrepreneuriat, en effet, quand tu vois que c'est ça, c'est y aller doucement, c'est faire le taf, c'est clair, et c'est clairement ce que tu fais aujourd'hui. C'est ça, quand tu es par exemple sur une course officielle, ce que tu fais aujourd'hui comme entraînement ne correspond pas du tout à ce que tu feras sur la course officielle. Et comme tout, en fait, tu montes pas un business ou tu montes pas n'importe quel projet en un jour. Et ce que tu fais aujourd'hui, ça va te paraître petit, ça va te paraître bien en dessous de ce que tu aimerais faire, mais c'est ça qui va construire ce que tu veux faire. C'est ça, comme ça que tu arrives à ton objectif. Et là, du coup, tu as dévancé ma question qui était en effet comment est-ce que tu appliques toute cette philosophie et ces leçons que tu as apprises du coup en running sur ta vie perso, mais donc déjà sur un point de vue développement personnel évident. Et est-ce que dans ta vie professionnelle aujourd'hui, et là du coup je t'invite à penser aussi au futur, puisque là du coup là on est dans le présent, mais qu'est-ce que ça te donne comme énergie pour la suite des choses ? Je pense que ça me donne une certaine confiance dont j'avais besoin, mais pas spécialement dans mes capacités, mais dans ma capacité d'apprendre, dans ma capacité d'évoluer, je pense. Je pense que ça montre que, oui, il y a des choses qui ne te paraissaient pas possibles et qui finalement l'ont été quand tu mets l'entraînement, quand tu y vas pas à pas, quand tu construis quelque chose, quand tu n'attends pas un résultat immédiat et que en fait les choses elles se construisent pas en un jour. Et ça, je pense que ça me donne une certaine confiance dans tu peux faire des choses si tu t'en donnes les moyens et si tu es patiente et si tu acceptes d'être débutante, ce qui était pas mes points forts très clairement. Et c'est vrai que tu vois là je pense à
à développer d'autres projets entrepreneuriaux. Rio. Et du coup, là, c'est vrai que du coup, je me fais accompagner, je prends un programme, et voilà. Et j'avais besoin que ça soit une formation qui soit la même chose comme un plan d'entraînement running. C'est-à-dire que moi, je veux les étapes par étape, qu'est-ce que je dois faire. Parce qu'en fait, c'est ça, je me suis rendu compte que les projets que tu peux avoir, tout est possible, tant que tu le construis, tant que tu t'en donnes les moyens, tant que tu fais les choses. Après, si tu as un objectif qui est très grand ou très loin de ce que tu fais maintenant, c'est juste que ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais si tu fais les choses et si tu construis les choses une par une... Tu te donnes les moyens, tu peux arriver à ce que tu as envie d'avoir. Voilà. Après, je pense qu'il y a aussi une question de qu'est-ce que tu as envie d'avoir. Et ne pas confondre entre je procrastine et entre je me dis pourquoi pas, mais au final, je fais pas les choses parce que c'est peut-être pas ce qu'il me faut. Et je pense qu'il faut aussi accepter ça. Accepter de se dire c'est cool, c'est bien, mais si je le fais pas, c'est peut-être pas que j'ai la flemme, ou peut-être pas que j'y crois pas, c'est qu'en fait, j'y crois qu'à moitié parce qu'en effet, c'est pas ce dont j'ai vraiment envie. Et ça, c'est difficile aussi de le savoir, je pense. Mais je pense que c'est pour ça que des fois, il faut se laisser des périodes de réflexion qui, des fois, nous paraissent beaucoup trop longues à notre goût et où on pense qu'on est perdu et qu'on sait pas. On s'éloigne un peu du running, hein, mais tu vois, c'est vrai que je pense qu'il y a des choses... Alors, on parle d'alignement, je pense que ça parle pas à tout le monde ce mot parce que ça peut être un peu trop... pas assez concret, mais je pense plus que c'est... Oui, c'est ça, il y a quand même des choses que tu fais. Moi, ça, quand je dis j'ai couru 400 jours, c'était pas difficile, mais peut-être parce que c'était quelque chose qui me passionne, et donc en fait faire les choses pour ça n'est pas difficile, n'est pas compliqué, n'est pas sujet à 20 000 réflexions et quoi que ce soit. Alors oui, des fois je dis je vais courir à 17h, à 17h45 je suis encore en train de scroller sur Insta parce que j'ai eu la flemme de partir, mais je vais partir. Et il y a des choses en effet qui amènent beaucoup plus de résistance et qui sont peut-être pas, parce que c'est peut-être moins ce que t'as vraiment envie, quoi. Il y a une espèce en termes de facilité, quand on est vraiment aligné entre des choses qu'on aime et des objectifs de vie pour le futur, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire et je le souhaite à tout le monde de sentir cette facilité-là sur des gros projets comme ça. Et c'est ce que toi, tu as entrepris, à la fois sur un point de vue professionnel, même s'il y a des choses qui évoluent et que tu apprends toujours à te connaître et qu'il y a des périodes aussi. Complètement. Il y a des périodes où, en effet, tu as fait le tour, comme tu avais fait le tour avant. Et là, du coup, d'autres opportunités. Ouais, d'autres opportunités, mais du coup, que je lance. Que tu crées, exactement. Mais c'est vrai que ça me fait énormément sortir, énormément non, mais ça me fait sortir de ma zone de confort où j'étais très bien, et c'est ça, j'étais très bien. Et il y a un moment où tu te dis, bon, il y a quand même encore une fois une petite envie de bouger, une petite envie de continuer de découvrir, de sortir un petit peu. Mais après, c'est des projets aussi qui sont reliés pour me donner aussi plus de temps pour des projets sportifs et pour encore plus pousser l'équilibre pro et perso. Alors, je sais pas si mes sports, en tout cas, je sais que c'est quelque chose qui m'anime beaucoup, et du coup, j'ai envie surtout que ma vie soit beaucoup plus axée sur ça, et du coup d'organiser le pro autour, ou avoir un pro qui me permet encore plus de faire ça, quoi. Pour terminer la course, quand même, il faut quand même le préciser, parce que dans ces 400 jours, tu as fait un marathon. Donc félicitations, mais du coup, tu as couru tous les jours et il y a eu quand même un marathon là-dedans. Et on a parlé beaucoup de préparation et de plan d'entraînement. Et pour une fois, j'ai pas suivi mon conseil parce que, étant nomade, c'est un peu difficile de savoir quand est-ce que tu seras où assez longtemps à l'avance, puisque un marathon, ça se prépare surtout. Moi, c'était mon premier, donc je voulais vraiment avoir 4 mois. Et du coup, là, pour une fois, j'ai commencé par le contraire. C'est-à-dire que je me suis dit, je commence un plan d'entraînement pour 4 mois. Et puis, parce que sinon, si j'attends de savoir où je serai dans 4 mois, ça risque d'être compliqué. Surtout qu'on était en fin de période de Covid, mais du coup, avec quand même des restrictions. Et puis, je pense que le Covid aussi nous a appris à ne pas être certain de ce qui se passera ensuite. Et du coup, je me suis dit, je commence un plan d'entraînement. Comme ça, si j'ai l'opportunité après, au moins, je serai prête. Parce que si j'attends d'avoir une date, j'aurai peut-être pas les 4 mois. Et
Et ça risque d'être... je risque de pas le faire comme ça, quoi. Du coup, j'ai commencé un plan d'entraînement. J'ai fait 4 mois d'entraînement. Et puis au bout des 4 mois, j'ai toujours pas de date de marathon. Du coup, j'ai fait une petite pause. Alors, je reprenais un peu, je faisais un peu des séances d'entraînement. Et puis quand t'as pas la date, c'est quand même un peu compliqué de se motiver. Surtout que c'est quand même assez prenant pour le coup. Mais ça a duré quelques semaines. Et puis en fait, au bout des quelques semaines, on arrive quand même... c'était quand même juillet, à peu près le mois de juillet-août. Et je me dis, il reste plus beaucoup de temps quand même avant la fin de l'année et puis avant la fin des saisons aussi, parce que il n'y a pas beaucoup de marathons en plein hiver, surtout en dehors des pays chauds, quoi. Et puis en fait, je trouve une date qui peut correspondre aussi avec nos envies de voyage et de destination du moment. Et du coup, je book. Alors, les envies et les destinations du moment, c'est-à-dire que c'était à mi-chemin entre 2 destinations qu'on voulait faire. Je me rends compte que les chutes du Niagara, où il y a un marathon, c'est entre New York et Montréal, où on avait envie d'aller. Du coup, je dis à mon copain, écoute, on se confirme New York et Montréal, et puis samedi, on fait un petit stop aux chutes du Niagara entre-temps. Parce que dans les dates de marathon qui restent pour le reste de l'année, c'est ce qui correspond le mieux. Et du coup, à ce moment-là, j'ai la date. Je book et je reprends 12 semaines d'entraînement. Wow. Donc en fait, j'ai fait 7 mois d'entraînement marathon. Normalement, à ce moment-là, t'en fais 2 dans l'année. Mais ouais, et du coup, on arrive, ça se passe étonnamment très bien, okay. Parce que très préparée et très, très régulière et sans pousser, sans me faire mal, Et je m'attendais parce qu'un marathon, quand même, c'est quand même, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même un peu un truc à la limite du sadomasochisme, ou parce qu'on sait qu'on va avoir mal, quoi. On sait que ça va être... Je pense que je m'attendais aussi peut-être tellement à ça que non, en fait, quoi. Que ça a été un jour de plus. Ça a été juste plus long que ce que j'ai jamais fait avant. Oui. Mais j'étais très bien. Encore une fois, un peu moins naturellement quand même, faut pas se mentir. Mais je pense que le mental était très là aussi. Et en plus de la préparation. Et encore une fois, je pense aussi que j'avais en tête de faire un premier marathon et que c'était l'objectif principal, en dehors d'un objectif de temps. Et au final, en me focusant plus sur ça, l'objectif de temps, dont j'avais aussi quand même un petit peu envie quelque part dans ma tête, a été ciblé aussi, a été accompli aussi. Tu peux nous partager ce temps ou est-ce que tu veux le garder pour toi ? Oui, non, bien sûr. Alors, quand on fait un plan d'entraînement, on met aussi ses précédents temps en course officielle, ce qui permet de calculer quand même les vitesses pour pas que tu aies un plan d'entraînement qui soit pas adapté à ton niveau actuel. Donc, en choisissant quand même les meilleurs résultats pour avoir quand même le temps que je visais à peu près, mon plan d'entraînement était pour 4h31. Moi, j'espérais 4h30 et ça s'est fait en 4h27. Waouh! Donc voilà, donc c'est des petites minutes, mais pour moi, c'est beaucoup. Et alors, je suis très contente du temps. Ouais. Mais c'est vrai que je pense que ça a été surtout de me dire que j'ai pris du plaisir. Alors moi, parce que pour en parler avec d'autres personnes qui en plus, pour des personnes qui ont déjà fait un semi-marathon et qui m'ont dit, mais tu t'ennuies quand même au bout d'un moment, c'est quand même un peu chiant, quoi. Moi, 4h27, 42 km, j'ai trouvé ça fun pendant 42 km. Hein. Alors bon, j'espère que c'est le cas quand même de tout le monde qui fait un marathon, de prendre du plaisir, de le faire par plaisir. Mais ouais, pour moi, la grande victoire, ça a été surtout que j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment apprécié. Ouais, ça a été ma promenade du dimanche matin, à regarder les chutes, regarder, il y avait les couleurs de l'automne, il faisait beau. Moi, j'avais la musique dans mes oreilles. C'était bien. J'étais très bien, quoi. Alors oui, il y a de la douleur, mais tu vois, c'est ça déjà que je pense que quand t'es bien, tout ce qui est c'est toujours ça, c'est toujours une histoire de balance, et je pense que ça, c'est par ton avis, c'est-à-dire que t'acceptes, quand il y a beaucoup de positifs, t'acceptes les côtés négatifs, et là, pour le coup, c'est vraiment physique, quoi. C'est-à-dire que, ok, t'as mal, mais ça t'empêche pas de kiffer, quoi. Et du coup, tu continues, quoi. Moi, j'aime dire que si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Alors, bien sûr, encore une fois, hein, mais faut toujours apprendre des pincettes. Mais je suis pas quelqu'un qui a des prédispositions pour ça.
Je fais clairement pas les meilleurs temps, je suis pas la plus rapide, j'ai pas de facilité. Je sais pas, il y a des gens, tu les vois faire leurs premiers 10 km 2 fois plus vite que je ne ferai jamais les miens. Voilà, moi, c'est pas ça, quoi. Donc, si je l'ai fait, c'est que c'est faisable. Ah, moi, ça m'inspire beaucoup. Mais j'ai pas de plaisir à courir. Par contre, ça, je pense que c'est important. Je pense que, en effet, c'est ce qui te tient. Ouais. Mais en effet, c'est important de le rappeler, il n'y a pas que du plaisir, il faut de la discipline, et c'est là où en effet tu peux être très fier de toi, parce qu'en effet tu dis que tu as pris du plaisir sur ce marathon-là, mais tu n'en aurais pas pris si tu n'avais pas eu la même discipline sur les 300 jours d'avant, de préparation. Ouais, complètement, je pense qu'au final, pour le coup, là, moi, ma discipline a été support de mon plaisir. Enfin, moi, je sais que, mais souvent je le dis, hein, j'adore courir, mais je suis rarement, j'aime faire du sport, mais je suis rarement motivée à y aller. Par contre, c'est rare, enfin, général. Alors, non, encore une fois, hein, il y a des exceptions où c'était clairement, ce jour-là, t'étais fatiguée, c'était pas une grosse partie de plaisir. Par contre, ça me fait jamais de mal, ça c'est sûr. Mais surtout, 95-98% du temps, après 5 minutes, je suis la plus heureuse, quoi. Et ça, c'est fou. Et c'est vraiment de se dire... Mais après, je pense aussi, c'est ce que tu apprends. Et tu l'apprends encore plus quand tu le fais tous les jours. C'est de te dire, je sais que je suis pas motivée. Je sais qu'il faut pas que je me pose de questions. Parce que si je me pose une question entre être dans mon canapé tranquillou ou aller courir... Bon, mais par contre, je sais... voilà, je sais que je vais pas avoir envie, je vais pas être motivée par y aller. Par contre, je sais que une fois partie, je vais kiffer. Et au bout d'un moment, quand tu le répètes tellement, c'est ça devient une habitude, un automatisme, et t'as moins cette période de questionnement qui peut être fatale. Mais par contre, moi, je sais que j'ai rarement la motivation. Ça, c'est hyper intéressant de le repointer aussi, parce qu'en effet, je pense que ça a à voir aussi avec le sentiment de gratification immédiate, VS, en effet, l'envie de croître, et qui apporte plus de satisfaction sur le long terme que la satisfaction instantanée de rester dans ton canapé sur Instagram. Et ça vaut pour la course, mais pour beaucoup de choses. Pour bosser, sauf mon conjoint, qui des fois à 7h30 est ravi d'ouvrir son ordinateur parce qu'il a absolument envie de travailler, mais sinon je connais personne d'autre qui fait ça. Alors que quand tu te dis, bon, je m'y mets, tu te forces les 5 premières minutes, après t'es parti, t'es dans le truc, t'es content. Compter sur la motivation, c'est pas... la motivation, c'est savoir que tu veux avoir ça, ou avoir cet objectif, ou faire cet objectif, et que c'est pour toi. Mais la motivation, c'est pas le quotidien, clairement. Parce que ça, je pense qu'on est tous en train de se dire, j'ai pas envie d'aller passer ma journée devant mon ordi. Par contre, une fois que t'es mise les 5 minutes dedans, tu vas pouvoir des fois passer la journée sur un truc et être super content à la fin, quoi. Je pense qu'il n'y a pas de motivation dans le quotidien. Je pense que la motivation, c'est l'objectif, c'est la big picture, et la motivation, c'est d'être déterminé à faire les choses sans motivation. c'est un peu, je pense que c'est plus ça, quoi. Bon, du coup, on va conclure sur ce chapitre sur la motivation, qui était très intéressant. Et pour finir, c'est comme ça que je vais conclure mes podcasts. Je voudrais que tu me poses une question, et alors ça peut être n'importe quoi. Tout ce que tu veux. Je ne connais pas la question d'avance, donc j'ai bien hâte de la voir. C'est la surprise. Parce que tu m'as du coup demandé de préparer, de penser peut-être à une question. Et c'est vrai que j'ai pensé à quelque chose. Ok. Alors, moi, j'estime qu'il y a un moment où tu veux changer, il y a un moment où tu veux partir, comme c'est parti. Et je pense qu'il y a un autre moment qui est encore plus important pour moi, c'est le moment où tu te rends compte que tu vas pas revenir, que tu vas pas retourner. Alors, pour nous, dans notre cas, en voyage en France, mais c'est ça, à ta vie d'avant. Et est-ce que toi, tu as eu ce moment, et est-ce que tu te souviens de ce moment? Du non-retour en arrière? Ouais. Il y en a eu plusieurs, mais il y en a un, en effet, qui m'a énormément marqué. Et c'est le point de départ de beaucoup de choses pour moi. C'est quand j'ai décidé de partir en Corée du Sud. Et en fait, quand je suis arrivée en Corée du Sud, j'ai mis 24 heures à... Ça a été très difficile psychologiquement pendant ces 24 heures-là. Mais une fois les 24 heures passées, je savais profondément en moi que c'était le début d'une nouvelle vie, qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible, que là, c'était que de l'avant, il n'y avait plus de passé. J'avais déjà essayé beaucoup de choses, j'avais déjà compris que c'était pas moi.
à ce moment-là, vraiment, après ces 24 heures arrivées à Séoul, j'ai senti le shift. Et j'ai senti à ce moment-là le non-retour. Mais ne sachant pas non plus où j'allais. Mais en tout cas, une vraie croix sur le passé et avec toute la foi que j'avais en l'avenir et en le futur. Mais c'est ça. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a... En fait, que le moment où tu prends la décision, le moment où tu commences, c'est peut-être moins le moment... C'est pas spécialement le moment de shift. Et je pense qu'en effet, il y a en fait, le shift se fait après. Et il y a vraiment, c'est ça, un moment où tu te dis plus jamais. Ouais. Après, c'est pas spécialement négatif, quoi, mais c'est te dire, je sais que j'y retournerai pas. C'est marrant que tu dis ça, je l'avais pas analysé comme ça. Et en effet, il y a 2 moments. Il y a le moment où tu pars, tu fais le truc, et il y a le moment où tu réalises qu'en effet, ça y est, c'est fini. J'ai fait OK, mais je retourne pas en arrière. Parce qu'il y a le moment, en effet, où tu te dis, je teste, je vais voir, et puis j'ai toujours cette peut-être on verra. Et le moment où tu dis non, stop, pour le passé, c'est tout aussi important. Ouais, pour moi, c'est ça. Et c'est vrai que j'aime bien poser cette question parce qu'on demande souvent quand est-ce que t'es parti, comment t'as pris la décision, mais qu'au final, je pense c'est pas une décision, mais c'est une réalisation qui se fait après. Je trouve que ce moment est souvent plus décisif, mais c'est vrai qu'on en parle moins, quoi. On en parle beaucoup moins, c'est vrai. Merci pour la question, parce que vraiment, j'avais pas réalisé à quel point, en effet, je me base beaucoup quand je raconte, en effet, cette histoire de mon départ sur le nomadisme et le voyage, mais en effet, je base beaucoup sur le moment où j'ai dit stop à tout ce présent, mais j'ai pas dit stop au passé. Et le stop au passé, il s'est passé, et je m'en souviens très bien, en effet. C'est marrant parce que j'en parle pas. Je pense que c'est généralement t'as une chose ou t'as un ressenti ou t'as quelque chose qui te fait te rendre compte que non, définitivement. On met une croix et on avance sur autre chose. Ouais. Merci Ella. Merci beaucoup. C'était très intéressant comme discussion. Si tu es d'accord, on pourra peut-être même refaire un point d'ici je sais pas combien de mois ou d'années. Ça sera toujours avec grand plaisir. Ça serait intéressant de revoir aussi ta future évolution, de refaire un point sur tout ça, ça sera intéressant. Je te souhaite énormément de réussite pour tes prochains projets, professionnels, personnels, de course, sportifs, tout ce que tu veux. Merci beaucoup. Et merci d'avoir été derrière mon micro. Avec plaisir. J'espère te voler ton séjour au Kilimandjaro aussi une fois, parce que c'est aussi dans un coin de ma tête et ça m'a aussi énormément inspirée. Merci Ella. Merci.